Et on accueille tout de suite David Rigoleros. Bonsoir à vous, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Deux extraits de deux discours contradictoires ce soir. D'abord les mots de Benyamin Netanyahou, un discours très martial et il sape, on peut le dire, les efforts entrepris jusqu'à présent pour tenter d'arracher une nouvelle trêve. Oui, le problème c'est que la question de la nouvelle trêve, en fait, elle est négociée par des acteurs extérieurs, c'est-à-dire les États-Unis, le Qatar, l'Égypte notamment. Et les modalités de cette trêve sont soumises après aux parties concernées, en l'occurrence respectivement à la fois le Hamas et Israël. Et on voit bien qu'il y a des obstructions de part et d'autre, hein, et des hypothèques qui sont loin d'être levées. Ce qui explique des déclarations contradictoires, notamment du Qatar, qui dit que sur le principe, le Hamas a avalisé l'idée d'une trêve et que le cadrage général est accepté par le Hamas. C'est de voir le verre d'une certaine manière à moitié plein. Mais de l'autre côté, les États-Unis, notamment Anthony Blinken, considèrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant de parvenir à la finalisation d'une éventuelle trêve. Tout simplement parce que les paramètres des deux côtés ne sont pas réunis. Du côté il y a des prérequis des deux côtés qui sont antagonistes, contradictoires. Le Hamas veut préalablement un cessez-le-feu qui soit pérenne, ce que ne peut pas accepter Israël, et on le voit bien avec la déclaration du Premier ministre qui parle d'une offensive sur Rafah, avec évidemment tous les problèmes que ça peut induire. Et un possible massacre à venir, David Rigoleros, on rappelle que plus d'1 million de personnes sont entassées à Rafah. Parce que l'essentiel, effectivement, des réfugiés sont aujourd'hui concentrés dans le sud. Donc ça expose de manière exponentielle, évidemment, les populations civiles, encore plus qu'auparavant. Et puis du côté israélien, il y a la question, effectivement, de la liste des otages, avec un flou qui est entretenu de la part du Hamas concernant le nombre d'otages encore en vie. Et en réalité, on pense du côté d'Israël qu'il y aurait moins d'une centaine d'otages possiblement encore en vie. Des vies qu'il faut tout de même tenter de sauver. Je reviens à ce que vous disiez quant à Netanyahou. Il est tout de même sous pression internationale, pression interne aussi. Les familles de ces otages continuent d'espérer le retour de ceux qui sont vivants ou au moins le rapatriement des corps pour pouvoir entamer un deuil. Au regard de cette pression exercée sur lui autour du Premier ministre israélien, elle n'est pas là l'occasion à saisir ? Oui, mais l'argumentaire qu'il a développé, c'est celui qui est depuis le début, à savoir que seule la pression militaire, de son point de vue, sera à même de favoriser la libération des otages en question. Donc il y a des contradictions qui sont pour l'instant insurmontables. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de finalisation d'un accord de trêve, puisqu'il y a eu une contre-proposition du Hamas en 3 étapes, dont certaines clauses sont jugées irrecevables par Israël. Donc des deux côtés, en réalité, il y a une obstruction, et c'est ce qui pose problème évidemment aux négociateurs qui font tous les efforts possibles pour y parvenir depuis les derniers jours. Avant de revenir sur le nouveau cycle de tractation prévu demain au Caire, je voudrais simplement avoir votre analyse à vous sur, je reviens sur le double discours. Netanyahou a tenu ce discours assez martial, je le disais tout à l'heure, des mots très durs, au moment où Anthony Blinken engage sa 5e visite dans la région. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une façon d'humilier les Américains ? Humilier le Premier ministre sait qu'il ne faut pas aller trop loin quand même, parce qu'il a rappelé, il y a eu des déclarations intempestives de certains membres de son gouvernement critiquant justement un supposé manque de soutien américain. Et il a été obligé de faire un recadrage en disant que non, les Américains étaient un pays ami qui était un soutien indispensable. Donc il marche sur une ligne de crête parce qu'il est tenu par le discours maximaliste d'un certain nombre de membres de son gouvernement, et en même temps, il a évidemment besoin du soutien américain à tout point de vue, à la fois sur le plan politique, diplomatique, et aussi avec les transferts d'armes, puisqu'il y a un usage énorme de munitions que les Américains fournissent aux Israéliens. Donc c'est, de la part de Netanyahou, évidemment, c'est une position extrêmement compliquée, même s'il veut marquer de manière systématique une logique martiale, mais il y a un moment, il y a des limites. Et là, on approche du moment de vérité où, effectivement, il va falloir choisir. C'est-à-dire, quand vous dites moment de vérité, il va falloir choisir ? Il va falloir choisir en fonction justement des pressions américaines qui demandent un certain nombre de gages pour maintenir un soutien qui ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu d'ailleurs des mesures de l'administration contre des colons.
refus de visa notamment. Donc c'était un signal politique ferme adressé au gouvernement. Parce qu'en toile de fond, il y a l'idée d'une perspective de sortie de crise, avec un flou qui persiste sur le devenir, alors que les Américains promeuvent de toute façon la nécessité de la solution à 2 États. D'un mot, on revient sur le rendez-vous de demain au Caire, nouveau cycle de tractation entre les États-Unis et l'Égypte notamment. Que faut-il attendre de cette nouvelle tentative ? Il y aura des efforts renforcés de tous les négociateurs. Il y a un consensus des Américains, du Qatar, des Égyptiens pour essayer de finaliser quelque chose. Mais évidemment, ça sera conditionné par l'acceptation des parties concernées. Et on voit bien que pour l'instant, c'est ce qui explique que ça n'a pas débouché. Merci beaucoup David Rigoleros. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24 ce soir.